2.2 Le mouvement blanc. Le second exemple revient sur l'analyse du mouvement blanc. Nous nous focaliserons ici sur la première hypothèse. Poser que ce qui se manifeste dans le mouvement blanc est complexe et diversifié équivaut à faire l'hypothèse que les individus donnent sens à leur démarche de façon variée, en fonction d'enjeux perçus et définis différemment par les uns et les autres. Même si les profils des personnes rencontrées au cours des 25 entretiens ont été diversifiés, en termes de genre, d'âge, de milieu social, de participation au mouvement blanc, avec un tel échantillon, il ne s'agit évidemment pas de mesurer le poids d'attitudes spécifiques dans l'opinion ou de prétendre à une quelconque représentativité de la population. A. La grille d'analyse. Pour analyser le contenu des entretiens, les chercheurs ont élaboré une grille d'analyse. Celle-ci a plusieurs fonctions. Tout d'abord, elle instaure un intermédiaire objectif entre le chercheur et son matériau. Le contenu des entretiens ne sera pas analysé en fonction des valeurs et de la subjectivité du chercheur, mais bien en fonction des éléments et de la structure de la grille. Ce que le chercheur pourra dire de son matériau résultera de l'application de cette grille à ce matériau, non de ses inclinaisons du moment. Utiliser systématiquement la même grille pour analyser l'ensemble des entretiens d'une enquête ou de n'importe quel autre matériau comme des documents est une exigence de rigueur. La rigueur consiste en effet en une adéquation entre les enseignements dégagés et ce qui autorise à les affirmer, en l'occurrence l'utilisation systématique d'une même grille d'analyse. Ensuite, dès lors qu'on appliquera systématiquement cette même grille d'analyse à l'ensemble des entretiens réalisés, les contenus de ces derniers pourront être organisés et comparés sur une base stable et objective. Enfin, si elle est bien conçue, la grille d'analyse permet de saisir les enjeux que les acteurs dégagent des mobilisations, ainsi que le sens qu'ils confèrent à leurs actions. Elle permet de dépasser les propos individuels pour en faire émerger les logiques sociales, c'est-à-dire les cohérences implicites entre une série de représentations et de pratiques qui font que les choses ne se passent pas n'importe comment et contribuent à certaines orientations collectives, voire J. Rémy, L. Voyer et Servet, 1978, Produire ou reproduire. Une sociologie de la vie quotidienne, Tommy, Bruxelles, édition Vie ouvrière, p. 93. La grille d'analyse choisie par les chercheurs s'inspire du schéma actantiel, développé à l'origine par J. Gréma, Sémiotique des sciences sociales, Paris, Seuil, 1976, et plus tard en sociologie par J. P. Yarnaud, L'Institution culturelle, 2, Méthode de description structurale, Paris, PUF, 1977. Toute grille d'analyse a forcément un aspect formel qui peut rebuter certains au premier abord, mais avec lequel on se familiarise assez vite si l'on s'en donne la peine. On présentera d'abord la grille de manière abstraite avant de l'illustrer par des exemples. Pour Gréma, tout discours ou récit s'organise autour d'un enjeu qu'il appelle une quête. L'analyse de la structure du discours doit permettre de faire émerger sa signification. Toujours selon Gréma, les structures possibles sont assez peu nombreuses, étant donné que tant les rôles tenus par les personnages que les relations qu'ils entretiennent entre eux sont en nombre limité. Les rôles distingués dans toute quête sont au nombre de 6, le destinateur, l'objet, le destinataire, l'adjuvant, le sujet et l'opposant. Les personnages qui jouent ces rôles peuvent être aussi bien des êtres humains que des objets matériels ou des êtres moraux, comme la vertu ou la force du mal, par exemple. Ce qui importe, ce n'est pas leur nature, mais leur rôle narratif dans le récit de quête, c'est-à-dire leur sphère d'action. C'est pourquoi Gréma les appelle actants. Un même personnage ou actant peut jouer des rôles différents et plusieurs actants peuvent jouer un même rôle, occuper un même statut actantiel. Les relations que les actants peuvent entretenir entre eux sont au nombre de 3, des relations de communication, de désir et de pouvoir. Ces relations mettent les actants en interaction 2 à 2. Exprimés très rapidement, l'actant sujet et l'actant objet sont unis par une relation de désir. Le sujet est le personnage qui, ressentant un manque, va se mettre en quête de ce qui pourrait le combler, appelé objet de quête. L'actant adjuvant et l'actant opposant se situent sur l'axe du pouvoir. Dans sa quête, le sujet peut être aidé par l'adjuvant qui possède des atouts qui lui seraient utiles, mais aussi contrarié par un opposant qui se présente comme un obstacle à la réalisation de son objectif. L'actant destinateur et l'actant destinataire sont unis par une relation de communication. Le destinateur est aussi appelé sujet manipulateur dans le sens où il présente un objet, au niveau de la communication, au destinataire de sorte que celui-ci va alors se transformer en sujet en se mettant en quête de l'objet, au niveau pragmatique.
Si les rôles actentiels de destinataire et de sujet sont parfois occupés par des personnages distincts, il arrive fréquemment qu'un même personnage joue l'un et l'autre rôle. Ce schéma a donc été mobilisé en tant que grille d'analyse dans la mesure où il permettait d'étudier, d'une part, le rôle et la place que chaque personne s'assignait dans son propre discours, et d'autre part, sa définition spécifique de l'enjeu. Ci-dessous, nous allons analyser 2 extraits assez contrastés afin de montrer la pertinence de cette grille. Le premier extrait est tiré de l'entretien de Marion, 43 ans, mère au foyer. J'envisageais ma participation à la marche blanche comme un soutien aux parents pour leur montrer que la vie continue. C'était surtout un soutien aux parents en tant que maman d'enfant, et les papas étaient là aussi. On avait énormément d'émotions, on se sentait démunis parce qu'en fait, rien ne remplacera jamais les enfants, donc c'était un petit geste qu'on voulait leur apporter. Les gens, beaucoup se disaient choqués des événements et honteux d'habiter un pays comme la Belgique et un sentiment de culpabilité d'avoir encore ses enfants. Ici, l'horizon de l'action est l'action elle-même, dans la mesure où le ressort de la mobilisation est principalement la volonté de commémorer collectivement le deuil des enfants disparus. Il s'agit d'une forme de mobilisation partagée par un grand nombre des personnes interrogées, même si les formes varient, allant d'une version religieuse dans laquelle on parle de communion à une version laïque évoquant davantage le thème de la solidarité. Pour Marion, il s'agit d'apporter un soutien aux parents et de montrer que la vie continue. Elle se présente avant tout en tant que parent s'associant à la peine d'autres parents. Les éléments déclencheurs de sa démarche sont d'abord des émotions fortes, la honte, d'être belge, la culpabilité, d'avoir encore ses enfants, d'appartenir à la société qui a permis cela, etc., qui sont à la base du choc ressenti. Le second extrait est tiré de l'entretien de Roland, 40 ans, employé. J'ai participé à 3 manifestations locales, notamment pour ressentir une série de choses par rapport à mon engagement vert. J'avais l'impression qu'il y avait une série de revendications qui étaient dans le programme des Verts et qui, à travers l'occasion de la mise en question de la justice, les problèmes de Mélissa et de Julie réapparaissaient pour une série de gens, à la limite mal dites de manière très sentimentale, mais qui touchaient à quelque chose de fort. Je crois que ça fait partie de mon engagement. C'est un souci, enfin, un besoin de cohérence. La manière dont les parents Russo, la maman d'Elisabeth et Nabla ont pu traiter avec et être dans l'actualité m'a fortement impressionné. Je crois que des gens mis dans des situations d'urgence sont capables d'intelligence, de perception, de compréhension politique et de stratégie. Leur perception des rouages de la société est quand même assez super. Le mouvement blanc peut pousser à créer des réflexions localement. Roland se présente d'abord comme un acteur. Il participe aux mobilisations blanches parce qu'il y perçoit un certain nombre d'indications témoignant du fait que celles-ci sont politiquement proches de ses engagements antérieurs. En ce sens, ces mobilisations s'inscrivent dans le cadre plus large de son action politique. Sans doute garde-t-elle une certaine spécificité qui tient aux événements dramatiques qui en sont à l'origine, mais la dimension de deuil est ici moins marquée. Si Roland souligne avoir voulu manifester sa solidarité avec les parents des enfants disparus, ce n'est pas d'abord parce qu'il s'identifie à eux en tant que parents, mais parce qu'il reconnaît en eux une approche politique, tant du point de vue de l'analyse des événements que de la stratégie, qui rejoint la sienne. Pour Roland, le déclencheur de la participation aux mobilisations blanches apparaît être une coalition entre, d'une part, son engagement vert, d'autre part, des acteurs nouveaux, les parents des enfants disparus, émergeant à l'occasion d'événements et qui mettent en exergue de façon particulière les manques de notre société. Dans ce cadre, ils se sentent appelés à réagir, au même titre que tout citoyen, mais de façon plus insistante en tant que militant. Si Roland a participé à quelques manifestations, il évoque aussi des freins à la participation, la faible politisation de certains acteurs, ce qui n'apparaît pas dans l'extrait sélectionné, mais aussi une trop grande tendance chez certains à rester focalisés sur les émotions, les sentiments. B. La construction d'une typologie. Faire l'hypothèse d'une plainte sociale diversifiée n'équivaut pas à présenter la singularité des attitudes et des vécus de chacun comme horizon indépassable. Si chaque cas est unique, au bout du compte, ce sont bien les logiques sociales qui constituent l'objet de la recherche sociologique. Un rapport de recherche ne peut d'ailleurs se limiter à la présentation successive des différents entretiens. Une telle démarche aurait probablement pour conséquence de perdre le lecteur dans une multitude de détails sans lui offrir la moindre clé de structuration de l'ensemble.
De façon assez classique pour une recherche qualitative, la présentation des résultats de l'analyse des discours a été structurée en fonction des schémas actentiels typiques ou idéal typiques, au sens où Max Weber entend cette notion. Un type idéal représente un outil méthodologique grâce auquel la spécificité d'une situation, d'une pratique ou d'un individu est mise en évidence et peut éventuellement être comparée à d'autres dans une typologie. Les types idéaux sont construits en sélectionnant un certain nombre de traits pertinents par rapport aux objectifs de la recherche, en les accentuant pour bien faire ressortir la spécificité recherchée et en les articulant les uns aux autres dans un schéma de pensée cohérent. Dans cette recherche sur les ressorts du mouvement blanc, les idéotypes ont été construits en se focalisant sur l'axe du désir et en dégageant 3 points, l'horizon de l'action entreprise du point de vue du locuteur, l'action elle-même pour Marion, l'action comme une étape pour Roland, le rôle et la place que le locuteur s'assigne dans son propre discours et l'identification du destinataire de l'action, un soit parent s'adressant aux parents des victimes pour Marion, un soit militant. S'adressant aux personnes engagées politiquement pour Roland, les enjeux identifiés par le locuteur, commémorer le deuil et manifester son soutien aux parents pour Marion, poursuivre ses objectifs politiques de militant pour Roland. Chaque type est construit à partir de plusieurs entretiens. Il est probable qu'aucun d'entre eux ne corresponde exactement à un type particulier, car un type n'est pas une catégorie dans laquelle une situation, une pratique ou un individu entre entièrement ou non, mais plutôt un repère par rapport auquel on peut les situer comme plus ou moins proches ou distants. En ce sens, aucune personne interviewée ne se reconnaîtrait sans doute totalement dans un des types proposés, mais de nombreuses personnes se percevraient comme porteuses des caractéristiques de plusieurs types ou sous-types dans des proportions variées. Certaines relations privilégiées entre rôles, certaines dominantes au niveau des registres d'argumentation existent cependant et fondent la pertinence d'une démarche typologique. Le tableau suivant en présente une brève synthèse. Une telle typologie, construite grâce à la grille d'analyse, permet de mettre au jour différentes logiques d'adhésion au mouvement blanc. Grâce à elle, on n'est ni dans une vision homogénéisante et très simpliste du mouvement, ni dans une vision éclatée selon laquelle il n'y aurait que des cas particuliers. Les significations qui s'entrecroisent au sein de ce mouvement peuvent apparaître de manière subtile. 3. Les 3 opérations de l'analyse des informations. Fort différentes, les 2 démarches illustrées ci-dessus impliquent de multiples opérations spécifiques tantôt à l'analyse quantitative, tantôt à l'analyse qualitative. Mais, dans tous les cas de figure, 3 opérations sont toujours nécessaires et inévitables, même si, selon les méthodes, elles peuvent s'agencer les unes aux autres de manière diverse. Ces 3 opérations sont, primo, la préparation des données ou informations, secondo, la mise en relation des données ou informations, tertio, la comparaison des résultats obtenus aux résultats attendus par hypothèse. Pour exposer chacun de ces points, on se placera alternativement dans le scénario d'une analyse quantitative et dans celui d'une analyse qualitative. 3.1 La préparation des données ou informations à analyse quantitative, décrire et agréger. Pour tester une hypothèse, il faut d'abord exprimer chacun de ces 2 termes par une mesure précise afin de pouvoir examiner leurs relations. Dans la préparation des données, la description et l'agrégation des données visent précisément à cela. Décrire les données d'une variable revient à en présenter la distribution à l'aide de tableaux ou de graphiques, mais aussi à exprimer cette distribution par une mesure synthétique. Dans cette description, l'essentiel consiste donc à bien mettre en évidence les caractéristiques de la distribution de la variable. Agréger des données ou des variables consiste à les regrouper en sous-catégories ou à les exprimer par une nouvelle donnée pertinente. C'est ce qui a été fait en construisant l'indice de connaissance des modes de transmission, certains. Mais décrire une variable par une expression synthétique, le score moyen de connaissance, par exemple, suit des procédures différentes selon le type d'information dont on dispose. Voici quelques précisions et rappels utiles à ce sujet. Les réponses informations obtenues pour chaque indicateur lors de l'observation sont les données qui vont faire l'objet de l'analyse. Ces données manifestent les différentes modalités ou les différents états d'une variable. À titre d'exemple, allemand, belge et français sont des modalités ou états de la variable nationalité, comme 30 ans est une modalité ou un état de la variable âge. On appelle variable toute caractéristique susceptible de prendre plusieurs modalités. Si ce n'est pas le cas, on a affaire à une constante et non à une variable. Lorsqu'un concept n'a qu'un seul indicateur, la variable s'identifie à l'indicateur, par exemple l'âge.
Quand un concept est composé de plusieurs dimensions, le chercheur pourra souhaiter construire une variable résultant de l'agrégation des diverses dimensions, comme le niveau de connaissance des modes de transmission, certains, du sida dans l'exemple précédent. Les variables qualitatives sont soit nominales, soit ordinales, on parle aussi de niveau de mesure nominal ou ordinal. Une variable est dite nominale si ses modalités ne présentent pas d'ordre naturel ou, ce qui revient au même, si tout ordonnancement des modalités reste purement arbitraire. C'est le cas de la variable nationalité, pour laquelle on peut certes opérer un classement des modalités, présenter les différentes nationalités par ordre alphabétique, par exemple, mais dont le caractère arbitraire apparaît pour peu que l'on procède à une traduction qui change du coup l'ordre initial. Quand la variable nominale ne compte que deux modalités, par exemple le résultat à un test exprimé par « réussi » ou « échec », on parle de variable nominale dichotomique. Une variable est dite ordinale si ses modalités sont ordonnées, mais sans que l'on ait une mesure de l'importance de l'écart entre deux modalités successives. C'est le cas d'une variable telle que le degré d'accord à l'égard d'une opinion et dont les modalités seraient par exemple « pas du tout d'accord »,« plutôt pas d'accord »,« plutôt d'accord »,« tout à fait d'accord ». Les quatre modalités sont clairement ordonnées, mais rien n'est précisé quant aux distances qui les séparent les unes des autres et il serait sans doute hasardeux de prétendre que les modalités sont équidistantes. Enfin, il existe des variables, dites quantitatives, et dont les modalités ont une valeur numérique. Lorsque l'on mesure la taille d'un individu, que l'on dénombre les enfants d'une famille, que l'on enregistre le pourcentage obtenu à l'examen de mathématiques par un élève, etc., les différentes valeurs récoltées, 1,80 m, 3 enfants, 71%, n'ont rien d'arbitraire et indiquent bien plus qu'un ordre entre les modalités. Chaque réponse est ici signifiée par un nombre qui renvoie à une métrique permettant de mesurer des écarts entre les réponses des différents individus. Ces précisions un peu techniques ne sont pas inutiles, car lors de la description et de l'agrégation des données ou des variables, il faut adopter les procédures de calcul adéquates. La description d'une variable et l'usage que l'on peut en faire ne sont pas les mêmes selon qu'elle est nominale, ordinale ou continue. On ne traite pas les variables qualitatives de la même manière que les variables quantitatives. Pour décrire une variable par une expression synthétique, on utilisera par exemple les pourcentages si elle est nominale, la médiane si elle est ordinale et la moyenne si elle est continue. Il faut y penser au moment de l'élaboration des instruments d'observation, car il n'est pas indifférent que les réponses obtenues donnent à la variable un caractère nominal, ordinal ou continu. C'est à cela notamment que nous faisions allusion lorsque nous avons parlé d'anticipation des réponses lors de la formulation des questions. Pour l'agrégation des variables, on ne peut regrouper des mesures de types différents sans passer par un dénominateur commun, le niveau de mesure le plus faible, ce qui conduit à une sérieuse perte d'informations. Ceci est particulièrement important lorsqu'il faut agréger des variables pour reconstituer un concept et l'exprimer par une mesure synthétique. Illustrons ceci par un exemple simple. Imaginons un bulletin sur lequel figurent les évaluations pour 5 cours, anglais, 82%, français, 70%, géographie, 75%, histoire, réussi, mathématiques, 65%. Nous avons là 4 variables quantitatives dont les mesures sont exprimées en pourcents et une variable nominale, celle relative au cours d'histoire. Si on veut synthétiser la totalité de l'information en une formule simple, on peut certes dire que l'étudiant a réussi ses 5 évaluations, mais en raison du mode de notation du cours d'histoire, on ne peut calculer un pourcentage moyen pour les 5 cours. Analyser les relations entre les deux concepts d'une hypothèse devient difficile à partir du moment où l'on ne peut les exprimer par une mesure adéquate. Or, c'est bien le but d'un travail scientifique. B. Analyse qualitative, retranscrire et organiser. Pour tester les hypothèses à partir d'entretiens semi-directifs, il est nécessaire de commencer par les retranscrire. Sauf situation exceptionnelle, cette retranscription est intégrale, même si elle occupe des dizaines de pages, sans quoi des analyses fines sont très difficiles, surtout si elles visent à reconstituer la structure ou la dynamique d'ensemble du propos. La retranscription intégrale permet aussi d'éviter d'écarter trop vite de l'analyse des parties de l'entretien qui seraient jugées a priori inintéressantes, ce qui pourrait se révéler inexact au fil de l'analyse. Avant toute chose, il faut un matériau consistant et de qualité, en l'occurrence des entretiens, qui soient parfaitement restitués et entièrement disponibles pour l'analyse. Quelles que soient les opérations auxquelles il sera procédé par la suite, il sera toujours possible de revenir à ce matériau de base et de s'y retrouver.
Dès que l'entretien est retranscrit, il faut penser à l'anonymiser, sans quoi le risque est grand que des versions n'ayant pas subi cette transformation continuent à circuler entre les chercheurs, voire en dehors de l'équipe de recherche. Anonymiser, ce n'est pas simplement, comme le pensent parfois des chercheurs en herbe, remplacer les noms par leur initiale. Anonymiser signifie apporter les modifications nécessaires afin que les interviewés ne puissent être reconnus s'ils ne le souhaitent pas. Le chercheur doit être particulièrement attentif aux possibilités de recoupement des informations à partir de l'ensemble du matériau qui le rendra visible dans ses diverses publications. Cet exercice peut s'avérer d'autant plus difficile que le degré d'interconnaissance entre les personnes ayant participé ou étant intéressées par la recherche est grand. Ensuite, il faut organiser ce matériau d'une manière qui permette son analyse. Les logiciels permettent de nombreuses manipulations, à commencer par les simples traitements de texte grâce auxquels on peut rechercher des mots et les souligner, déplacer des passages pour les mettre en parallèle avec d'autres, etc. Mais tout cela ne sera d'aucune utilité si le chercheur n'a pas une vision claire des principes selon lesquels il veut organiser son matériau. Dans notre second exemple sur le mouvement blanc, cette organisation est relativement sophistiquée. Reposant sur une grille d'analyse visant à reconstituer et à formaliser le schéma actantiel, elle empiète déjà sur l'opération suivante. 3.2 La mise en relation des données ou informations à analyse quantitative. L'analyse des relations entre variables. L'analyse des relations entre les variables constitue le deuxième passage obligé. Les variables à mettre en relation sont donc celles qui correspondent aux termes de l'hypothèse, c'est-à-dire soit les concepts impliqués dans les hypothèses, soit les dimensions, soit les indicateurs ou attributs qui les définissent. L'exemple ci-dessus illustre notamment l'état de la relation entre le modèle familial en matière de couple d'une part et le modèle idéal d'ego d'autre part. Dans la pratique, on procède d'abord à l'examen des liens entre les variables des hypothèses principales et ensuite on passe aux hypothèses complémentaires. Celles-ci auront été élaborées dans la phase de construction, mais elles peuvent aussi naître en cours d'analyse à la suite d'informations inattendues. Rappelons que c'est ici qu'interviennent les variables test. Celles-ci sont introduites par les hypothèses complémentaires pour s'assurer que la relation supposée par l'hypothèse principale n'est pas fallacieuse, ou, si elle ne l'est pas, pour l'affiner. Par exemple, dans l'exemple précédent, l'introduction de la variable test, contrôle social familial, a permis de nuancer la relation observée entre le modèle familial et le modèle d'ego. Ceci n'est qu'un cas particulier d'un problème général, celui de la pertinence des variables prises en considération. Si deux variables A et B, sans lien entre elles, sont étroitement dépendantes d'une autre variable C, toute variation de celle-ci entraînera des variations parallèles des deux premières. Si on ne connaît pas l'existence de C, la co-occurrence de A et B sera interprétée comme l'expression d'une relation directe entre elles, alors qu'elle n'est que le reflet de leur dépendance à l'égard de C. L'ouvrage de R. Boudon, Les méthodes en sociologie, Paris, PUF, Col, que sais-je, 1969, comporte plusieurs illustrations des relations possibles entre variables. Les procédures d'analyse ou d'agrégation des variables sont très différentes selon les problèmes posés et les variables en jeu. De plus, chaque méthode d'analyse des données implique des procédures techniques spécifiques, mais nous ne pouvons être plus précis ici sans nous engager dans des techniques trop particulières par rapport à nos objectifs. On ajoutera simplement qu'il existe aussi des techniques d'analyse quantitative qui, plutôt que d'étudier les relations entre variables, traitent des ressemblances et différences entre les individus statistiques. Elles sont d'une grande aide pour construire des typologies. Utilisées seules, elles ont une visée descriptive, mais elles peuvent aisément être associées à des techniques destinées à étudier les liens entre variables. Ainsi, la typologie construite dans un premier temps est une nouvelle variable et celle-ci peut être mise en relation avec d'autres variables dont dispose le chercheur. B. Analyse qualitative, comparaison et typologie. L'utilisation d'une grille d'analyse pour traiter des informations qualitatives, comme le contenu d'un entretien, permet de faire des liens à deux niveaux. Au niveau de chaque entretien, les relations entre ces éléments, par exemple entre les actants dans l'entretien de Marion, peuvent être mises en évidence, de manière à reconstituer la structure de l'entretien, par là, le système de représentation et d'action de la personne interviewée. Au niveau de l'ensemble des entretiens, des comparaisons peuvent être faites entre Marion, Roland et les autres, des convergences et divergences peuvent être mises en évidence de manière à faire apparaître les logiques sociales implicites qui, en l'occurrence, pourront elles-mêmes être saisies par l'outil de la typologie. Mais,
Tout comme on vient de souligner que les techniques d'analyse quantitative peuvent être utiles à la construction de typologies, il convient précisément de ne pas réduire l'apport du qualitatif à la production de typologies. Comme on le verra dans la seconde application en fin de manuel, les modes d'adaptation au risque de contamination par le VIH dans les relations hétérosexuelles, l'analyse qualitative permet aussi d'étudier le lien entre phénomènes, concepts ou variables ici, en s'interrogeant sur les déterminants des comportements à risque. Qu'il s'agisse de méthodes quantitatives ou qualitatives, le principe de l'analyse est toujours de faire des liens ou de montrer qu'il n'y en a pas, quelles que soient les modalités et les termes utilisés, corrélation, co-occurrence, opposition, indépendance, convergence ou divergence, etc. Par les opérations diverses qui établissent des liens, statistiques, grilles d'analyse, le matériau de départ change profondément de nature. À partir de réponses individuelles à un questionnaire, on construit des corrélations entre variables grâce à l'outil statistique. À partir de propos individuels ou de l'observation directe de comportements, on construit une structure de pensée et d'action grâce aux outils de la grille d'analyse et de la typologie. Dans l'analyse, le matériau de départ, en quelque sorte, fermenté par la comparaison et la mise en relation de ses composantes, révélant des perspectives d'explication non perçues au départ de la recherche, jetant sur les phénomènes un regard plus éclairant, à la fois plus englobant et plus subtil. Quelle que soit la méthode utilisée, un bon chercheur est celui qui sait faire fermenter son matériau. 3.3 La comparaison des résultats observés avec les résultats attendus et l'interprétation des écarts. Chaque hypothèse élaborée lors de la phase de construction exprime les relations que l'on pense correctes et que devraient donc confirmer l'observation et l'analyse. Ainsi, dans l'étude des comportements sexuels face au risque du sida, nous avions émis l'hypothèse que les normes des membres du réseau auquel l'individu appartient constituaient pour lui des références qui influençaient fortement ses idéaux et ses comportements. Les résultats attendus par hypothèse devaient donc être que ces idéaux conjugaux concordent avec les normes de son réseau. Les résultats observés sont ceux qui résultent des opérations précédentes. C'est en comparant ceci aux résultats attendus par hypothèse que l'on pourra tirer les conclusions. S'il y a divergence entre les résultats observés et les résultats attendus, ce qui n'est pas rare, il faudra soit examiner d'où viennent les écarts et chercher en quoi la réalité est différente de ce qui était présumé au départ, soit élaborer de nouvelles hypothèses, à partir d'une nouvelle analyse des données disponibles, examiner dans quelle mesure elles sont confirmées, ou les deux. Dans certains cas, il sera même nécessaire de compléter l'observation. Au départ de la recherche sur le mouvement blanc, 4 hypothèses avaient été formulées. La première, sur laquelle a porté l'illustration, était celle d'une plainte complexe et diversifiée. Elle n'a pas été simplement confirmée par l'analyse, la complexité et la diversité supposées ont été explorées et ont reçu un contenu synthétisé dans la typologie. À partir de là, de nouvelles hypothèses, plus fines et plus judicieuses encore, pourraient être formulées, qui pourront à leur tour être explorées si l'on dispose du temps et des moyens nécessaires. Ces exemples montrent bien qu'il ne s'agit pas seulement de vérifier ou d'infirmer l'hypothèse. Qu'elle soit vérifiée ou infirmée, en tout ou en partie, si l'observation et l'analyse ont été bien menées, c'est un ensemble d'enseignements qui apparaissent, l'hypothèse n'étant que le fil conducteur qui va permettre de savoir de quel côté il est raisonnable et intéressant de chercher. Ce que l'on trouve alors est toujours bien plus nuancé que l'hypothèse, qui n'en aura pas moins joué son rôle. L'interaction que nous venons d'évoquer entre l'analyse, les hypothèses et l'observation est représentée par 2 boucles de rétroaction,